je mets enregistrement sur cet ordinateur. Pas de problème. C'est parti, super. Alors Daniel, je vais raconter une petite histoire. Daniel Zucker, je l'ai rencontré 2 fois, on va dire. Je l'ai rencontré physiquement, puisqu'aujourd'hui on fait la différence. Ouais. On sait, ah, voilà Valérie Cause. Tant pis, elle ne se présentera pas. Et elle atterrit. Alors, j'ai rencontré... Bonjour Valérie, installe-toi bien, on démarre tout juste. J'ai rencontré Daniel à un événement d'art contemporain organisé par Alexandra, c'était à la galerie Huberti-Brenne, sur la place du Châtelain. Et je vois une espèce de mannequin comme ça, parce que ça ne se voit pas très fort là, mais en fait Daniel fait 2 mètres de haut, dont à peu près 1,50 m de jambes. Elle est incroyablement gaulée et on commence à parler et on commence, je ne sais plus de quoi on parle, et puis à un moment, Daniel, tu me dis, je m'appelle Daniel Zucker, ou tu me donnes ta carte. Et là, comme on dit à Bruxelles, mon camp tombe parce que j'avais déjà rencontré, entre guillemets, Daniel Zucker à un moment donné où elle avait publié, et tu l'as écrit dans ton livre. Mais j'écoute. Attends, je vais couper le micro de Valérie. Voilà. Où tu avais publié une carte blanche dans la presse où tu parlais du viol et tu disais qu'en Belgique, sur 100 plaintes, qui déjà représentent, on considère qu'il y a 10 fois plus de personnes qui font face à cette situation, et que sur 100 plaintes, il y a une personne en bout de course, un violeur qui est condamné. Et je me souviens que j'avais lu ça, que j'avais trouvé ça tellement scandaleux que je parlais de toi à la radio, à la RTBF. Et puis, je me suis souvenu que peut-être même déjà à l'époque du L, tu avais défendu l'idée et le projet, mais on n'est nulle part, d'un cadastre de l'ADN des délinquants sexuels, des violeurs, etc. Et c'est toujours toi qui viens avec ça, avec ces idées, etc., qui sont très, très, très sensées, mais en même temps qui n'avancent pas très fort. Alors, je suis très contente entre-temps de t'avoir rencontré en vrai. Qu'on soit allé déjeuner, que tu m'aies un peu déroulé ta carrière, ta pensée, etc. Et je suis très contente aujourd'hui, mesdames, de partager avec vous, Daniel, et alors, la brique, je ne vous raconte pas, hein, il y a tout dedans, on va en parler, voilà. Donc maintenant, je vais me taire et te laisser nous raconter comment, de docteur en psycho à l'ULB, tu t'es retrouvé aux États-Unis, etc., etc., jusqu'à tes nombreuses activités aujourd'hui, qu'elles concernent le harcèlement sexuel au travail, etc., etc. Alors, avant que je ne démarre, ouais. Je vois que ma batterie est bientôt à plat. Je vais donc devoir brancher mon ordi. Je suis désolée. 2 petites minutes. Pas de souci, je fais des claquettes pendant ce temps-là. Vas-y. Alors, je continue. Donc, Danielle, elle est docteure en psychologie de l'ULB. Elle a aussi fait une licence en philo. Et elle précisera tout à l'heure, mais si je ne me trompe pas, elle a été responsable pendant de longues années du service urgence psychiatrique, ici tout près, derrière chez moi, à Saint-Pierre. Elle est partie aux États-Unis ensuite pour faire une formation à la FBI Academy en profiling, et c'est le sujet du bouquin qui sort maintenant. Alors, scoop, il y a un autre bouquin qui est déjà prêt, qui va sortir bientôt. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler. Bonjour. Mon mari. Bonjour, mesdames. Bonjour. Et donc, suite à tout ça, eh bien, Danielle est experte auprès des tribunaux. Et plus récemment, elle s'est associée avec une amie, enfin en tout cas avec une personne, j'espère qu'elles sont amies, qui est avocate, et elle propose aux entreprises dans lesquelles est déclaré un cas de harcèlement sexuel, elle propose aux entreprises un audit complet, l'aspect juridique avec l'avocate et l'aspect psychologique, interrogatoire, etc., avec Daniel qui touche un tout petit peu sa vie sur toutes ces questions-là. Voilà. Alors, en fait, juste pour commencer par là, pour tout ce qui concerne le harcèlement, ce sont des enquêtes que je mène. Donc, en fait, toute ma connaissance en profiling, je l'applique
aux enquêtes pour le harcèlement moral ou sexuel dans des entreprises ou dans des institutions privées ou publiques. Ok. Voilà. Alors, tu voulais que je commence par quoi? Par le commencement. C'est-à-dire, comment j'en suis arrivée là? Oui. C'est en fait c'est un peu le hasard de la vie parce que moi, c'est pas du tout un choix que j'ai fait. Non. On m'aurait dit tu vas faire du profiling, j'aurais hurlé de rire parce que c'est pas du tout inscrit dans mes passions en fait. Ce qui est inscrit dans mes passions, c'est beaucoup plus la recherche. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est mis. Mais donc, comme je travaillais aux urgences, j'étais responsable de ce service. Et au début, parmi toute la patientèle qu'on avait, hein, on avait 5000 patients par an, donc c'est quand même beaucoup, mais il y avait des femmes violées. En fait, tout a commencé comme ça. Il y avait des femmes violées, des jeunes filles violées. Et moi, au début, j'étais plus traumatisée qu'autre chose à l'idée de les écouter. Et pour dire la vérité, je les évitais même. Tellement ça me traumatisait. Et donc finalement, je me retrouvais dans la même situation, tu sais, que tous ces gens qui ne veulent rien entendre et qui, voilà, qui banalisent ou enfin bon, quoi, qui mettent ça de côté. J'étais comme eux, j'étais pas mieux, ce qui veut dire que je suis remplie d'indulgence aussi par rapport à ces gens, parce que je comprends tellement bien. Mais au bout quand même d'un certain moment, je me suis dit que c'était plus possible que je continue comme ça et qu'il fallait que je réfléchisse à ce que j'allais faire avec ces victimes, quoi, parce que voilà, je pouvais pas m'encourir et me cacher ailleurs, c'est pas possible. Donc j'ai bien réfléchi et voilà, j'ai eu le courage à un moment donné de les affronter, d'écouter et de développer en fait une approche psychothérapeutique aux urgences, puisque c'est là où elles se trouvaient, et de faire en sorte de les ramener plutôt du côté du vivant, parce qu'elles étaient pour la plupart extrêmement suicidaires. Et c'était très compliqué. Donc, voilà, je luttais pour les ramener du côté du vivant et de faire tout un travail sur le trauma, sur avant, enfin bon, pendant. Voilà. Et puis, j'avais remarqué que dès qu'elles avaient affaire à la police ou à la justice, tous mes efforts pour les ramener du côté du vivant étaient juste anéantis. Et donc, ça m'a énervée au plus haut point, ça me révoltait. Ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai pris mon téléphone pour me fâcher. Et j'ai trouvé au parquet et à la police des gens qui étaient aussi perdus que moi. Voilà, alors on a décidé de collaborer. Et ça, c'était très, très bien parce que pour la victime, avec son accord évidemment, c'était beaucoup plus simple finalement de passer des urgences à la police, elle était mieux reçue. On avait au parquet à l'époque quelqu'un qui s'occupait spécifiquement de ça, donc on avait un contact direct. Enfin bon, tout ça était vraiment beaucoup, beaucoup plus salutaire pour la victime. Je vais t'interrompre une petite Oui. seconde. Ce que tu es en train de décrire, Daniel, ça ressemble au centre de référence tel qu'il est installé au 320 rue Haute. Alors, tu es en train de nous dire que tu l'as pensé avant que tu achètes évidemment, mais c'est moi qui ai proposé ça. Enfin, je ne veux pas me vanter ni rien du tout, hein, mais c'est vrai. Ils ont juste piqué le projet, ce qui ne me dérange pas du tout. Ils n'ont jamais cité les auteurs, c'est-à-dire moi, plus tout un groupe multidisciplinaire que j'avais créé parce que j'ai fait un congrès sur le viol en 2004. Mais pour le préparer et pour annoncer des réformes législatives, j'avais créé tout un groupe avec des juristes, de la police, l'INCC, enfin plein de gens de toute la chaîne qui étaient représentés. Et on a réfléchi ensemble à toute une série de lois qu'on souhaitait voir changer.
Et donc, parmi ces propositions, il y avait un centre où les victimes venaient, elles étaient prises en charge par le psy, par la police sur place. Et nous, on avait ajouté, comment? Et les médecins pour Bien sûr, et les main. médecins. Et on avait aussi ajouté que le flic qui l'interroge, c'est le flic qui va faire l'enquête. Bon, ça n'est pas passé. Mais donc, ils ont juste repris l'idée. Et des années plus tard, comme toujours, c'est des années plus tard, ils ont finalement fait les 3 centres. Bon, je suis très contente que ça existe. Hein. Après, se faire voler les idées, c'est une habitude chez moi, donc c'est comme ça. Hein. Et j'avais proposé d'ailleurs énormément de changements pour la banque ADN aussi. Oui. À l'époque, on m'a traité de fasciste, mais maintenant, tout ça est accepté, quoi, hein, plus ou moins quand même. Il faut quand même dire que la Belgique est l'un des pays en Europe qui utilise le moins les prélèvements ADN et les examens de ce type. Et ceci est une des raisons, en tout cas c'est ce que dit Amnesty International, c'est une des raisons pour lesquelles il y a si peu de condamnations en Belgique, c'est qu'on a très peu recours à la preuve ADN, qui est un peu la preuve reine quand même. Non, je m'excuse de te contredire. Ok. En fait, oui, on utilise extrêmement peu cette banque ADN. On est très, très frileux, c'est vrai. Là où je ne partage pas ton avis, c'est que ce n'est pas la reine des preuves. D'accord. Une preuve parmi d'autres. Parce que, par exemple, quelqu'un peut avoir été sur place et néanmoins ne pas être ou le meurtrier, le violeur, etc., tu vois. C'est un élément. Voilà, c'est un élément parmi d'autres. Alors, si tu as un faisceau de présomption et que là-dedans, tu as en plus de ça l'ADN, voilà, ça devient intéressant. Quoi. Voilà, absolument. Ok. Mais l'ADN peut innocenter des personnes. Ok. Aussi. Bah oui, tant mieux. C'est tellement intéressant d'avoir une vraie banque ADN. Ok, alors Daniel, tu es en charge de ce service d'accueil psychiatrique. Tu es personnellement très bouleversée par ces femmes ou ces jeunes filles qui arrivent après une agression sexuelle, un viol, etc. Tu réfléchis à des solutions et puis, parce qu'à un moment donné, tu quittes la Belgique, non? Et puis, je suis invitée par le ministre de l'Égalité des chances de l'époque à faire une conférence sur les maltraitances faites aux femmes. Et dans l'Assemblée, il y a une femme qui dit qu'il y a l'expert mondial du FBI en matière d'enquête sur les criminels sexuels qui vient à Anvers. Alors, je me suis dit, ben, c'est l'occasion ou jamais d'essayer de comprendre quelque chose, puisque pour moi, c'était très difficile de comprendre comment c'était possible de commettre un tel acte. Et donc, j'ai pris contact avec ce monsieur, cet expert, dans la mesure où je n'ai pas pu me rendre à Anvers. Et alors, je lui dis, est-ce que vous revenez? Il me dit non. Ah, ben, peut-être que vous revenez en Europe, et il me dit non. Alors, je dis, ben, c'est pas grave, je vais venir chez vous. Il me dit non. Alors, c'était le début. Il disait, mais on ne donne pas de formation ici, c'est hors de question que vous veniez. Enfin bon, alors je lui ai dit que j'étais expert judiciaire, qu'on me nommait pour les victimes, mais que maintenant on allait me nommer pour les auteurs aussi, et que moi je connaissais rien, et que j'étais allée au Canada, mais que je trouvais que c'était pas suffisant. Et nanana, 1 an ça a duré. C'est Roy Hazelwood, c'est celui-là? Oui. Okay. C'est Roy Hazelwood. Et donc, pendant 1 an, je lui ai scié les côtes. Et puis, il m'a dit, bon, nous sommes d'accord de vous recevoir, mais ça va coûter très cher. Et donc, j'ai été voir le ministre de la Justice de l'époque et je lui ai exposé le fait que les expertises judiciaires en Belgique avaient une qualité tout à fait aléatoire et que donc il fallait améliorer le contenu et que je voulais suivre cette formation pour les agressions sexuelles. Moi, c'était mon seul truc. Hein. Et donc, il a été très sympa parce qu'il a accepté de m'envoyer en mission officielle pour la Belgique à l'école du FBI. Donc, c'est une école en fait qui regroupe tous les pionniers en profiling
et ils se sont donc regroupés pour former une société privée qui continue à collaborer avec le FBI, qui forme les profilers du FBI, mais qui en même temps peuvent travailler aussi dans des entreprises. Ok. Et donc, tu as travaillé avec Roy Hazelwood pendant 13 ans. Oui. Et aussi avec Anne Davis, qui était l'ex-chef de l'unité d'analyse criminelle de Scotland Yard. Oui, donc elle, j'ai eu une formation, j'ai eu des formations avec tous ces gens, hein, donc c'est ça qui était extraordinaire. Et elle était aussi elle était remarquable. Elle était remarquable aussi parce qu'elle était, elle m'apportait aussi beaucoup de rigueur. En fait, au FBI, ils sont d'une rigueur et d'une éthique. Oh là là, c'est pas simple, hein. Ils sont extrêmement exigeants. Et elle, à Scotland Yard aussi, mais différemment. C'est peut-être plus sur le versant de la statistique aussi. Les Ok. statistiques, oui. Mais effectivement, quand on lit ton livre, alors j'ai pas tout lu. J'ai lu des gros morceaux, mais j'ai pas tout lu. D'abord, je suis même pas sûre que ça se lise d'une traite. Non, C'est certainement pas un roman. non. C'est au contraire extrêmement rigoureux parce que tu définis les méthodes, tu définis ce qu'est le profiling, tu définis ce qu'est je sais pas moi, une scène de crime, c'est quoi? C'est un lieu, c'est une temporalité, c'est le choix d'une victime, c'est une méthode d'approche, etc. Donc c'est quelque chose, c'est un bouquin assez rigoureux, lisible néanmoins, et surtout il est truffé d'exemples. Et alors, autant on est dans des choses assez carrées, etc., dans la partie, on va dire, sérieuse, théorique, et puis c'est complètement entrelardé d'histoires. Et ces histoires, âme sensible, s'abstenir. Il y en a, oui, hein. Vraiment, il y en a qui sont, oui, oui, oui. Oui, mais en fait, c'est ça aussi. Quand je suis arrivée là-bas, donc dans cette école du FBI, de ces pionniers, la première fois, je suis restée 2 semaines. La première semaine, ils m'ont bombardée d'histoires, des photos, Ah. les autopsies, mais des choses mais monstrueuses. Je crois que c'était comme le baptême du feu, quoi. Après, ça a été. Oui, tu racontes l'histoire de Ed Kemper qui est le vrai tueur qui a quelque part été à la base du gars du Silence des agneaux. Et lui, il prenait des autostoppeuses. Je pense qu'il s'était. Tu dis, il apprend à devenir un parfait. Il est interné à un moment donné parce qu'il a tué, je ne sais plus quoi, sa mère ou sa grand-mère. Sa grand-mère et son grand-père. Il est interné et là, il apprend par A plus B comment on devient un criminel parfait, comment on ne se fait pas toper. Et puis après, quand il est libéré, il s'entraîne. Donc, il prend 150 autostoppeuses juste pour apprendre à leur parler convenablement, à ce qu'elles aient confiance, etc. Il finit par les découper en morceaux et par les manger en spaghetti, avec des spaghettis au fromage. Enfin, ouais. J'espère qu'aucun criminel en série en devenir ne tombe sur ton bouquin parce que c'est quand même un peu mode d'emploi aussi. Hein. Alors ça, en fait, il y a des tonnes d'articles sur le net qui sont absolument accessibles à n'importe quel tueur. Et tu vois d'ailleurs, quand on fait des perquisitions chez eux, qu'ils ont en général tout ce qu'il faut, à la fois tous les détectives avec les scènes que eux veulent commettre, à la fois toutes les lectures qu'il faut avoir. Donc, ils sont très, très bien renseignés. Donc, mon livre est un livre parmi tous ceux qui existent. D'accord. Surtout aux États-Unis, il y en a beaucoup. Ici, traduit en français, il y en a vraiment très peu, en fait, très, très peu. Est-ce que tu peux résumer en quelques phrases ce qu'est la psychologie d'un tueur en série, par exemple, même si tu ne parles pas que de ça, tu parles d'autres types de criminels et même de criminels. D'ailleurs, le premier tueur en série connu de l'histoire est une tueuse en série. Elle s'appelle Locuste. Elle vit à Rome Ouais. sous Néron et c'est une empoisonneuse. Enfin, en C'est tout une cas, empoisonneuse, absolument. C'est ça qui est drôle. ouais.
Mais est-ce qu'il y a des traits communs aux tueurs en série, par exemple? Pas nécessairement. C'est pas. Je pense pas qu'il y ait des traits communs aux tueurs en série. C'est ça le grand problème d'ailleurs, c'est que tu peux pas tous les mettre dans un même sac. Tu peux avoir des traits communs avec des violeurs en série, tu vois. Donc c'est pas ah voilà, les tueurs en série, ils ont ce type de psychologie là. C'est pas ça fonctionne pas comme ça en fait. C'est plus dans la globalité, c'est-à-dire les criminels eux-mêmes, donc les criminels lourds, hein, ont, ont eux-mêmes une psychologie, c'est-à-dire qu'il y a un petit mélange, et ça c'est vrai, c'est ça que je dis, c'est vrai pour tous les tueurs ou tous les violeurs. Il y a un mélange, il y a un expert français qui parle de ça et je trouve que c'est très très juste, de 3 variables. Et en fonction de la personnalité, il y a une de ces 3 variables qui est un peu plus à l'avant. Donc, c'est le narcissisme, la perversion et les angoisses psychotiques. Mais moi, j'en ajouterais certainement une 4e qui est la psychopathie. Ok. Tout à l'heure, Alice, d'ailleurs, je vais juste faire une petite parenthèse. Les filles, là, on est en train de parler à 2. Mais si vous avez des questions à poser, vous pouvez me les poser par écrit en commentaire. Là, il est mis converser, il y a un petit filigrane en dessous. Donc, comme ça, je relayerai vos questions si des questions vous viennent. Et puis, dans un second temps, moi, je me tairai et vous poserez vos propres questions. Je reviens à Alice tout à l'heure qui a parlé de la manière dont elle voyait son métier de psychothérapeute, qui est d'encourager les gens à vivre leur plein potentiel, à se sentir puissants, etc. Et moi, je me rappelle avoir lu dans ton livre, Daniel, qu'un criminel, un criminel sexuel, un criminel en série, etc., se sent extrêmement puissant au moment où il est en train de… Voilà. Alors, c'est intéressant ce parallèle. Alors, ce sont les motifs, en effet, donc de pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font. En général, oui, un des grands motifs, c'est la toute-puissance, c'est cette sensation de détenir la vie et la mort de l'autre dans ses mains. Donc, ça, c'est un des motifs. Il y a le motif de colère, de vengeance, mais le contrôle et la domination, la sensation de toute puissance, ça, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve. Alors, il y a évidemment différents déclinaisons, hein. Je l'ai décrit chez les violeurs. On voit ceux qui, justement, ne sont pas très sûrs d'eux, mais qui ont besoin justement de se sentir dans la toute-puissance. Et donc, c'est ça un des motifs. Et puis, il y en a d'autres qui pensent que tout leur est dû et donc ils appliquent leur toute-puissance. Et puis voilà, c'est tout, ça leur est dû et il n'y a personne qui va discuter parce que sinon, il va prendre une balle dans la tête, quoi. Mais donc, moi, je trouve que c'est très intéressant de voir ça comme différentes variables et en fonction de la personnalité, il y a une variable qui est plus à l'avant. Et par exemple, c'est intéressant de voir que chez les psychopathes, on peut évidemment avoir aussi, tout dépend du degré de psychopathie, mais des personnalités narcissiques en dessous aussi, avec des traits psychopathiques. Ça fait des choses extrêmement compliquées après, hein. On en a quelques beaux spécimens en Belgique, là, ces temps-ci, entre Marc Dutroux, Fourniret. C'est beaucoup, enfin, déjà d'en avoir 2, je trouve, pour un si petit Alors, pays. on irait, on se le partage avec la France quand C'est même. vrai, d'accord, on en a 1,5. Il y a un chapitre de ton bouquin, moi, qui m'a terrifiée. C'est celui sur ce que tu appelles, si je ne me trompe pas, les victimes compliantes. Oui. Qui sont en fait les femmes de zinzin, les femmes de criminels sexuels, sadiques et autres, qui participent,
qui rabattent des jeunes filles, qui rabattent des victimes, qui participent Activement. activement et qui, dis-tu, vivent en fait par procuration, enfin parfois même pas par procuration, des choses terribles, quoi. C'est quand même, enfin, je sais pas, je suis sans voix, moi, je ne sais pas quoi dire. C'est toi. Oui, il faut savoir que, par exemple, il y a, je le décris aussi celui-là, hein, Luca Ouais. Rocco, Luca Lucas Magnotta. et Carla, Comment? Lucas et Carla, c'est ça? Non, 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 ça c'est encore autre chose. Oui. Le type qui faisait avaler les chats par le serpent, là, par le boa, en direct, et puis qui a démembré son copain, enfin bon, non, c'est un Canadien, enfin bon, c'est Ok. peut-être la partie que tu n'as pas lue. Mais lui, par exemple, il est en prison, il a été arrêté, condamné, et il reçoit des lettres d'amour par centaines, hein, de femmes qui veulent l'épouser, voilà. Donc, il y a toutes sortes de raisons à ça. Il y a le fait qu'elles pensent qu'elles vont le sauver, qu'il n'y a qu'elles qui le comprennent, en fait. Ou alors aussi cette excitation de cette toute-puissance par procuration. Berk. Alors, Sophie Casier demande, est-ce qu'un pervers narcissique peut devenir un serial killer? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il passe à l'acte? Alors, ça, c'est une vaste question à laquelle personne n'a de réponse. On ne sait pas ce qui fait exactement la bascule. Parce que chez tous les criminels, il y a une enfance qui est abîmée, plus ou moins tragique, avec des maltraitances de toutes sortes, hein, pas nécessairement des maltraitances sexuelles, mais ça peut être des carences affectives de toute façon. Et on sait aussi qu'il y a des gens qui ont des carences affectives et qui ont été maltraités physiquement, psychiquement, tout ce qu'on veut, sexuellement, et qui ne sont pas devenus des criminels pour autant. Voilà. Donc La ça, résilience. comment? La résilience. Oui, la résilience, oui, et la faculté quand même de se remettre en question, d'arriver peut-être à créer autre chose, voilà. Donc, ou de réaliser son potentiel autrement, en tous les cas. Et puis, il y en a qui passent à l'acte. Et ce qu'on retrouve beaucoup, c'est que c'est une situation où de celui qui a subi, on devient celui qui va faire subir. De celui qui a été piétiné, maltraité, on devient celui qui va piétiner, maltraiter. Et donc, on voit que c'est comme une récupération de son destin, de sa puissance, pour l'infliger à quelqu'un d'autre. Alors, je suis retombée sur une double page que j'adore où tu dis qu'il y a plusieurs mythes à balayer à propos des serial killers, ou plutôt du tueur en série. Tu dis par exemple le mythe du tueur en série seul, isolé et inadapté, inadéquat. Par exemple, tu parles de celui de Green River Killer qui a tué entre 49 et 71 femmes en 20 ans. Il a été marié 3 fois, il était toujours au moment de son arrestation. Il travaillait comme peintre de carrosserie de camions, il allait régulièrement à l'église, il aimait parler de religion avec ses collègues de travail. De nombreux exemples comme celui-ci montrent bien que tous les tueurs en série ne sont pas des êtres isolés. Voilà, tu parles du mythe du tueur en série qui serait toujours blanc, bah non, il y en a dans toutes les communautés, dans toutes les couleurs, les origines ethniques. Le mythe du tueur en série motivé par le sexe uniquement, tu l'as dit tout à l'heure, ça peut être pour des raisons de colère, pour C'est l'argent. rarement pour le sexe. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oui, 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 le sexe, c'est l'excitation de la toute-puissance qui produit une excitation sexuelle. Mais c'est pas, le motif premier n'est pas sexuel, rarement sexuel. D'accord. Le motif premier, c'est souvent la toute-puissance, le désir de vengeance, la colère, des choses comme ça. Et puis, il peut y avoir différents motifs qui sont mélangés, hein, c'est pas nécessairement un motif.
Alors, Nancy avait une question à propos toujours. Non, c'est pas Nancy, c'est Marion. Marion, tu poses ta question toi? Tu veux bien? Tu demandais. Oui, tout à fait, pardon. Mais en fait, je demandais si on a des exemples de serial killers que nous avons pu soigner, mais c'est volontairement que je mettais avec des trémas, c'est-à-dire est-ce que finalement, c'est considéré comme une pathologie qu'on peut soigner, ou alors est-ce que on n'a pas d'exemple de ce type, tout simplement parce qu'ils ont, ceux qu'on a pris, été incarcérés jusqu'à la fin de leur jour? Alors, ça C'est pose difficile. non, non, c'est pas difficile. Ça pose la question du traitement. Si vous avez quelqu'un qui à répétition a commis des faits extrêmement violents, il y a quand même peu de chances qu'il y ait un traitement. En tout cas, les traitements qui sont à notre disposition aujourd'hui. C'est aussi la thèse que je défends parce que, par exemple, vous savez que pour les violeurs, on les condamne à 5 ans avec un sursis de, je ne sais pas moi, 3 ans. Donc, au bout d'1 an, ils sont dehors, quoi. Ça arrive, hein. Avant, c'était encore beaucoup plus courant qu'aujourd'hui, mais ce genre de choses, c'est quand même, ça arrive. Et donc, à partir du moment où le viol est un acte sériel par nature, mais bon, ça c'est plus développé dans le livre, ça va être compliqué de soigner ces gens, je trouve. Alors, plus il y a l'utilisation de la violence, plus il y a un scénario qui est assez précis, plus l'auteur a déjà une certaine expérience, donc a déjà un certain âge, moins il y a de chances qu'il soit accessible à un traitement. Donc, en fait, la seule solution, c'est. Alors, moi, j'aime pas le mot castration chimique parce qu'on a l'impression de voir des grands ciseaux et tout le monde crie au secours, etc. Et c'est donner des hormones antagonistes qui calment les pulsions sexuelles, ou bien. Non. Non, parce que je reviens à ta définition que c'est imposer le pouvoir et c'est pas une pulsion sexuelle. Ah, mon Dieu, ouais. Voilà, et puis il ne faut pas oublier que même si ça ne fonctionne pas, ben, on peut toujours utiliser des objets et les insérer dans les orifices, donc ça ne change rien, quoi. C'est une illusion, ça. Par contre, moi, je crois beaucoup aux neurosciences et aux recherches qu'on fait actuellement, où on voit par exemple que l'empathie, parce que bon, ces gens manquent d'empathie, bien sûr, enfin, à des degrés divers, mais quand même, je dirais, c'est un point commun, hein. Donc, l'empathie et surtout, on retrouve cette activité dans une certaine partie du cerveau, tu vois. Alors, par exemple, on pourrait se dire que aujourd'hui, les images montrent que ces parties-là du cerveau sont beaucoup plus minces chez certains, justement, qui ne manifestent que très peu d'empathie. Alors peut-être qu'on pourrait, comme on fait maintenant, hein, mettre des puces pour stimuler, augmenter. Empathie. Voilà, peut-être, hein, mais moi je crois que c'est vers là que sont les solutions. Maintenant, peut-être je me fais des idées, mais je crois que les solutions… Et ça ne ressemble pas à la lobotomie, hein, c'est pas enlever quelque chose, c'est au contraire stimuler quelque chose. Je vais te donner la parole, hein, Sophie, tout de suite, mais je veux juste poser une question. Daniel Zucker, si tu as une baguette magique et que tu es ce soir ministre de la Justice, par exemple, ou reine ou présidente de la Belgique, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place pour améliorer la manière dont aussi la population est protégée des crimes de ce type, etc. Qu'est-ce que tu ferais toi? Bah, ça dépend. Dans la situation actuelle, j'ai une longue liste, hein, on est là jusque demain alors, parce que j'ai écrit ça dans mon prochain livre. Oui, mais ça… Oui, ben, il y a beaucoup de choses. En primeur, on ne dira rien.
Non, mais il y a beaucoup de choses à faire, mais aujourd'hui, avec ce dont on dispose aujourd'hui, c'est ça. Ou si j'avais vraiment une baguette magique, alors je fais un saut dans le temps avec les neurosciences moi, je ferais ça, j'interviendrais sur l'empathie, par exemple. Au lieu de faire des ablations, comme je te dis, je stimulerais certaines parties du cerveau où on voit qu'elles sont D'accord. responsables de bonnes choses. Ok. Voilà, pour faire balancer, pour empêcher le passage à l'acte, parce que on a tous des tentations. Ça t'est arrivé, moi je peux lever la main, ça m'est déjà arrivé d'avoir des fantasmes de détriper quelqu'un, quoi, hein, un prof On qui va m'a faire un test. grillé. On va faire un test. Alors je vous mets en galerie, qui a déjà rêvé d'étriper quelqu'un? Oh, Sainte Marion Mine. Elle est tellement gentille. Et triper vraiment, non. Moi, dans mes fantasmes, oui, dans mes fantasmes, mais dans le fantasme, tout est permis. Ouais, Donc, c'est pas ce le qui fait la problème. différence Ouais. entre nous et les criminels, c'est qu'on ne passe pas à l'acte. Pourquoi? Parce qu'on connaît les conséquences. On sait qu'on risque d'aller en prison, de payer une amende ou qu'on va faire du mal et on a déjà de la compassion par anticipation. Donc, voilà, donc tout ça va faire en sorte qu'on ne va pas passer à l'acte. Et bien sûr, ça fait aussi partie d'une certaine éducation. Je veux dire par là qu'il y a déjà dès l'enfance, on dira, mais écoute, c'est pas gentil pour lui, essaye de comprendre, mais toi, à sa place, voilà. Donc, si on a déjà accès à ça, c'est beaucoup dans une éducation. Donc, nous, on ne va pas passer à l'acte. Mais il y a aussi l'empathie qui fait qu'on ne va pas passer à l'acte. Ouais. Parce qu'on sait qu'on va faire du mal à la victime, on sait qu'on va la faire souffrir. Et ça n'est pas nécessairement ce qu'on veut dans la réalité. Dans notre fantasme, peut-être, oui. Mais de là à passer dans la réalité, c'est quand même autre chose. Alice, est-ce que je me permets de te poser la question, attends, hop, non, comme ça c'est bon, normalement tu arrives à réactiver ton micro, tu peux le faire. Je me demandais si dans ta patientèle habituelle, qui a priori n'est pas trop délinquante, au contraire, est-ce que, non, elle fait signe que non, est-ce qu'il y a des gens dont tu constates qu'ils manquent d'empathie, qu'ils en manquent ou jamais? Ou bien ils en ont trop? Ça peut exister aussi. Non, je dirais là comme ça, je vois pas. D'abord, manque d'empathie, non, en général, j'ai pas de psychopathe ni de pervers narcissiques même parce que a priori les pervers narcissiques viennent pas en psychothérapie. Ou s'ils viennent, c'est uniquement pour la galerie, c'est uniquement pour dire qu'ils se remettent en question ou pour faire bonne figure à l'extérieur, mais pas spécialement pour travailler sur eux-mêmes. C'est même parfois, dans des groupes thérapeutiques, il y a des groupes thérapeutiques auxquels j'ai déjà participé en tant que thérapeute. Je sais qu'il y a des pervers narcissiques qui viennent dans ces groupes thérapeutiques, mais pas pour travailler sur eux, mais au contraire, en fait, pour prendre des informations et pour affiner leur façon leur sens de la psychologie, en fait. Donc, moi, j'ai pas ce genre de public-là. J'aurais plutôt les victimes de pervers narcissiques. Bon, j'ai eu des victimes de viol aussi. Mais après, j'ai pas approfondi le sujet sur vraiment la psychopathie, la perversion narcissique. Enfin, un peu la perversion narcissique, mais pas spécialement la psychopathie. C'est vrai que c'est pas spécialement le public que j'ai. C'est pas ma patientèle. Je pense que Sophie, elle a vécu une relation avec quelqu'un qui était clairement pervers narcissique. Donc, je vois que tu piques du bonnet quand Alors, écoute. Mais ce n'est pas nécessairement un serial killer pour autant. Hein. Non, mais en fait, c'est justement pour ça que je posais la question. Qu'est-ce qui faisait que ce genre de personne pouvait passer à l'acte? Parce que j'ai très bien ressenti que cette personne, en fait, jouissait littéralement de la confusion qui faisait naître chez moi, tu vois, du manque de points de repère.
Et en plus, je l'ai rencontré quand je venais de perdre maman. Donc, il a senti cette fragilité. Ou d'ailleurs, je lui ai dit, je ne pleure jamais devant quelqu'un que je ne connais pas et certainement pas quelqu'un à qui je ne sais pas qui je m'adresse. Donc, il avait toutes les cartes en main. Et j'ai vraiment senti cette espèce de jouissance qui est psychologique, en fait. Tu vois, de voir que l'autre est mal, que l'autre est perdu. Et là, je comprends très bien ce que… j'ai oublié votre prénom, en fait. Daniel. Daniel. La motivation de la puissance, en fait, de se dire ça y est. Et en fait, c'est que ce sont des gens qui se nourrissent de ça. Pour moi, je l'ai vraiment compris. Et en fait… Bon, quand on voit ça, on s'en court. Oui, mais bon, attends. Quand tu n'es pas bien, tu viens de perdre ta mère, Ouais. tu es à Paris, et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que je t'ai rencontré, et quand tu Absolument. m'as demandé de te ramener les HTP 5, là, je ne sais pas si tu te souviens. HTP. Moi, je lui dis, prends du 5 HTP. C'est bon pour tout. Et bref, j'étais tellement en choc parce que, bon, j'ai quand même de l'intuition. Bon, c'est vrai que j'ai un parcours, je vais dire, où j'ai quand même beaucoup appris sur moi, sur les autres. J'ai aussi entamé une psychothérapie pour voir quel était mon mode de fonctionnement relationnel. Et malgré ça, je me dis, mais bordel de merde, je tombe sur quelqu'un qui, en fin de compte, va utiliser mes faiblesses. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi très perturbée. Et j'ai été en contact avec une femme qui était spécialiste du pervers narcissique, qui a vraiment démonté la personnalité de ce personnage. Et à partir du moment où moi j'ai coupé net, mais vraiment tout de manière incroyable, j'ai même écrit à sa femme que les petits-enfants étaient en danger parce que c'est quelque chose d'extrêmement vicieux et de pas du tout palpable, cette perversion narcissique. Ce n'est que quand tu es dedans et que tu n'es pas bien et que chaque fois on t'enfonce, que tu te rends compte que c'est pas possible, tu vois. Mais tu n'as pas l'énergie pour, parce que, ou bien, moi dans mon cas précis, j'étais très écrasée par l'expérience avec maman, le départ de maman, et que Moi, j'ai une question à vous deux ou à vous trois. Les pervers narcissiques, c'est toujours des mecs? Non, des femmes non, là-dedans, je pense. Ça peut aussi être des femmes? Ah, et comment? Dans le couple aussi? Dans le couple, tu veux dire deux pervers ensemble? Non, je veux dire, ça peut être une femme avec une autre femme, mais ça peut être une femme avec un homme dans un couple. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Bien sûr, il y a des hommes victimes de perverses narcissiques. Oui. Mais est-ce que c'est 50-50? Parce qu'il y a quand même un truc, moi, qui m'a sauté aux yeux dans ton bouquin, Daniel, c'est quand… Alors, on n'est pas dans les pervers narcissiques, on est dans les paraphilies. Donc, en gros, pour les paraphilies, c'est la manière de chacun de prendre son pied. Non, excuse-moi. C'est ça une paraphilie? Non. Alors, c'est une déviance. Voilà, c'est une déviance. En fait, c'est pour arrêter de donner une valeur négative, morale, que le terme déviance utilise. On a appelé ça paraphilie. Alors, il y a des paraphilies qui sont, quand elles sont pratiquées de manière consentante entre adultes, c'est pas un souci, comme le fétichisme, le sadisme, le masochisme, exhibitionnisme, du moment que ça reste dans une pièce, voilà, peu importe. Et puis les paraphilies qui sont imposées à d'autres. Donc là, on est dans l'aspect illégal. Donc tant que le fantasme reste au niveau fantasmatique, encore une fois, ou que c'est partagé par un conjoint majeur ou une conjointe majeure, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où ça fait partie d'un passage à l'acte non consentant, voilà. Là, on est dans le problème, comme le voyeurisme ou la pédophilie, le frotteurisme. Il y en a 500, hein, on en a répertorié 500 quand même. Et puis, il y en a plus de 500 et c'est des hommes surtout. Et pourquoi? Ouais. Pourquoi? Est-ce qu'on sait ça? Est-ce qu'il y a une explication?
Et les femmes ou les enfants sont le plus souvent les victimes, mais les femmes souvent. C'est quand même fou. Bah, quand même, les hommes sont. On a quand même beaucoup plus de criminels qui sont des hommes aussi. Hein. Ouais. C'est une C'est manière. une question de testostérone qui est très élevée aussi. Oui, c'est une explication. Mais pas la seule, hein, parce que Non, on mais ne peut pas ramener ça à quelque chose de strictement hormonal, comme on ne peut pas ramener ça à quelque chose de strictement pulsionnel. Non, vraiment pas. C'est un tout. C'est un tout, oui, oui, vraiment, c'est un tout. Et bon, comme je suis psy à la base, pour moi, ce qui est le plus important, c'est tout ce paquet toxique de l'enfance qui reste dans les profondeurs de l'inconscient et qui, voilà, qui va s'exprimer comme ça. Oui, parce qu'à un moment donné dans ton livre, tu dis que cette envie de puissance qui va occasionner un passage à l'acte, ça peut être lié au fait de ne pas l'avoir vécu. C'est terrible, dans les 3 premiers mois de sa vie. Qu'est-ce qui se passe dans les 3 premiers mois de la vie d'un bébé? Ah, il se passe, écoute, c'est les moments, je ne dis pas que c'est les 3 premiers mois, mais quand même, les premières années sont absolument fondamentales. D'ailleurs, il y a un auteur, une auteure qui s'appelle Frances Tustin, que j'adore, et dont la spécialité, c'est l'autisme, et qui disait que jusqu'à 7 ans, c'est réversible. Et donc, si l'autisme est réversible jusqu'à 7 ans, je pense que tout est réversible jusqu'à 7 ans. Mais c'est pour te dire que ces petites années-là, elles sont fondamentales. Terrible, hein? Et quand un bébé naît, eh bien, il passe quand même d'un endroit où tout est inclus, hein, c'est la formule all-inclusive, à une formule où il doit respirer par lui-même, il doit attendre pour manger, et voilà, il a besoin d'être le centre des préoccupations, le centre de l'attention. Pour lui, c'est ça sa toute-puissance. Après, au fur et à mesure qu'il grandit, on se permet de le frustrer un petit peu au fur et à mesure de ce qu'il peut supporter, tu vois. Mais si d'emblée, quand il pleure, il n'y a personne, et si d'emblée, il est d'une certaine façon négligé, il aura très vite l'impression de ne compter pour personne. Que quand quand il a ses pleurs, ça tombe dans le vide. Il n'y a personne pour les recevoir, ni pour le recevoir, lui, dans sa détresse. Donc, voilà. Et tout ça, si c'est répétitif, je dis bien, hein, si c'est répétitif, et que ça continue comme ça sur quelques années, c'est imprégné dans les profondeurs du fonctionnement psychique. Et la personne ne s'en rend même pas compte quand elle grandit. Mais c'est là. Et ça hante. Je peux intervenir? On t'entend, Alice. Daniel, vous connaissez Jackie Schiff? Non. Non. Une Américaine qui est décédée maintenant, qui avait ouvert un centre aux États-Unis où elle accueillait les schizophrènes. Et elle les prenait en traitement, mais c'était un centre où ils étaient hébergés, ils vivaient là en fait. Ils étaient ils vivaient là. Ils étaient en thérapie permanente et son idée, c'était de faire du reparentage, c'est-à-dire de les ramener, en fait, de les faire régresser vraiment à l'état de bébé et pour les reparenter après. Et donc, pour reconstruire toute une structure, toute une éducation en fait, à la base. Et elle a obtenu des très très bons résultats, mais évidemment, ça demande une infrastructure énorme puisqu'on a des adultes qui se comportent comme des petits bébés, quoi. Donc des hommes de 1m80, 35 ans qui sont comme des bébés, quoi. Et donc forcément, il faut les biberonner, il faut les langer et tout bazar. Donc il faut imaginer que quand il y en a quelques-uns comme ça, qu'il faut vraiment retraiter à la base, il faut vraiment une grosse structure. Et qu'en plus,
dans la pensée la plus répandue, c'est qu'en fait, la psychopathie, enfin, la schizophrénie, la schizophrénie, ça ne se traite pas en fait. Et la paranoïa ne se traite pas, c'est fichu, ils sont condamnés. Et donc du coup, il n'y a pas spécialement de fond. Donc en fait, elle prêchait un peu dans le désert à guérir ces schizophrènes, mais elle est parvenue à des résultats jusqu'au jour où en fait, il y a un des patients de son centre qui s'est suicidé, ce qui peut arriver. Et en fait, du coup, la communauté psy américaine s'est retournée contre elle en disant, mais vous voyez, ça marche pas. Voilà, vous voyez, ils se tuent, donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas moyen de les guérir, quoi. Mais du coup, moi, en ayant connaissance de cette histoire, j'ai dans l'idée, mais peut-être que je rêve complètement, mais j'ai dans l'idée qu'en fait, un psychopathe, théoriquement, il y aurait moyen de le soigner. Mais pour ça, il faudrait une telle infrastructure ou peut-être un tel temps, parce qu'il faudrait tout déconstruire dans son psychisme et tout reconstruire. Que en fait, finalement, peut-être que dans la vie d'un psychopathe, même toute sa vie ne suffirait peut-être pas. Mais j'ai l'idée que peut-être que oui. Mais qu'en fait, c'est ça un peu le danger aussi, parce que quand on pense que les psychopathes, mais je parle de vrais psychopathes, hein, donc qui ont l'ensemble des traits qui font qu'on le déclare psychopathe, si c'est avec une intensité importante et qu'on pense qu'on peut les soigner, dans ce cas, on les laisse dans la nature, et ça, c'est le vrai désastre. Non, ça évidemment, c'est trop dangereux. C'est là où le bas blesse souvent, c'est que les gens sont naïfs et c'est normal d'être naïf. Hein. Si on n'a pas une formation dans le domaine, ben, on garde la naïveté. C'est bien comme ça. Le problème, c'est quand on a des magistrats qui sont naïfs. Parce qu'ils se disent, ah oui, bon, il a fait tout un chemin, ou il a fait une thérapie, donc ça ne peut aller que mieux, il va se calmer, etc. etc. Alors qu'en fait, comme vous disiez, hein, il a juste appris toutes les leçons qu'il fallait pour dire ce qu'il fallait. Et il sait très bien ce qu'on veut entendre. Ah, je suis désolée, je n'avais pas compris, maintenant je comprends. Puis on le relâche dans la nature et puis ça recommence. Oui, non, c'est certain qu'effectivement, il faut pas. Enfin, on ne peut pas les relâcher comme ça. Non, je déconseille. Ouais. Sophie demande, c'est quoi les traits du psychopathe? Alors, en fait, la psychopathie, c'est un ensemble d'éléments. Et si on ne réunit pas l'ensemble, on parle de traits psychopathiques. Donc, par exemple, quelqu'un peut avoir une personnalité narcissique, hein, toujours son image, lui, le centre, et avoir quelques traits psychopathiques, comme par exemple l'égocentrisme, être superficiel, avoir beaucoup de bagou, hein, être dans la séduction. Il y a un merveilleux film là-dessus. Je ne sais pas si vous voyez peut-être ce que c'est, Catch Me If You Can. C'est un type qui est alternativement pilote d'avion. Attrape-moi si tu peux avec Leonardo DiCaprio. Oui, exact. Et donc, voilà, il se fait passer exactement pour ce qui n'est pas, donc c'est un usurpateur. Et ça fait aussi partie des caractéristiques du psychopathe. La froideur, le manque d'empathie. Voilà, il y a toute une petite liste comme ça qui est assez intéressante. Et si on a l'ensemble de ces traits, on est un psychopathe. Après, il y a une échelle pour vérifier la sévérité de la psychopathie. Il y a un psychologue canadien qui est un des tout grands spécialistes de la psychopathie qui s'appelle Robert Hare, H-A-R-E, et c'est lui qui a construit ces échelles pour savoir, pour tester certaines personnes, savoir si elles sont psychopathiques et à quel degré. Est-ce que, Daniel, tu te souviens de ce centre qui s'appelait CRASC,
Centre de recherche, action, délinquance sexuelle, un truc comme ça. Ça te dit quelque chose ou pas? Oui, oui, oui. Alors en fait, là, si je me souviens bien, on analysait si l'individu était accessible à un traitement. C'est correct? Alors, si je me souviens bien, parce que j'étais jeune journaliste et j'ai rencontré ces gens plusieurs fois, ils avaient importé à Bruxelles des techniques qui viennent du Québec, de Québec et d'un institut qui s'appelle l'Institut Pinel. Oui, oui, j'étais là. Voilà, qui avait mis en place des traitements. Et là, on n'était pas dans le neurocognitif, etc. On était vraiment dans le comportementalisme le plus pur, le plus élémentaire. Donc, en gros, c'était prendre des délinquants sexuels. Donc, il y a deux groupes. C'est soit les violeurs, soit les pédophiles. Il y avait deux choses. Il y avait les traitements dont je parle qui étaient basés sur des techniques un petit peu… Quand tu es jeune journaliste, on adore ça parce que il y avait, par exemple, on leur montrait des photos, je sais pas, de fleurs, de plantes, et puis à un pédophile, on montrait un enfant, etc. Et la personne devait regarder les images et recevait, si elle a, oui, voilà, alors il y avait ce qui s'appelait un plegmographe ou phlegmographe. Je ne sais plus quoi là. Ouais. Mais oui. C'est-à-dire un anneau métallique Voilà. souple qui était mis sur leur pénis, relié à une machine et qui permettait de donner une indication sur l'érection ou pas l'érection. Et donc, on montrait ces images à ces violeurs ou pédophiles. Et donc, c'était d'une part pour voir si continuer à réagir après traitement à des images qui sont censées les stimuler. Et c'était aussi pour leur envoyer un courant électrique dans la jambe. Alors, pas quelque chose de… Ce n'était pas la chaise électrique non plus, mais c'était un ancrage négatif, etc. Bon, ça, c'était une technique. Et une autre technique, c'était des thérapies de groupe dont je me suis inspirée pour créer les touches pas à ma pote en classe. Figurez-vous pourquoi? Parce que l'idée, enfin c'est une technique, je pense, qui existe dans la thérapie de groupe en général. L'idée est de faire naître la morale du groupe et pas de l'imposer de l'extérieur. Donc on mettait ensemble des pédophiles et des violeurs. Les violeurs reprochaient aux pédophiles de s'en prendre à des enfants. Les pédophiles reprochaient aux violeurs d'être violents. Et donc, c'était à l'intérieur qu'ils se disaient, il y a un truc qui ne va pas dans ce qu'on fait. Ce n'était pas un animateur extérieur. En fait, la destinée de cette expérience a été un peu comme celle que tu décris, Alice, puisque je pense que des personnes de ce groupe qui prenaient en charge les systèmes de probation, c'est-à-dire des thérapies que doivent suivre un prisonnier, délinquant sexuel pour pouvoir sortir. Ils avaient installé une petite cellule ça doit être la prison de Forêt ou de Saint-Gilles, je ne sais pas, et à un moment donné, il y a eu une mutinerie. Et quand la police est descendue à la prison, on a vu écraser sur le sol des diapositives avec des images pédophiles, etc. Et donc, on s'est dit, oh là 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 là, on va arrêter ce truc. Et on n'en a plus jamais parlé. Et c'est peut-être dommage parce que qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Excusez-moi, je suis un peu longue. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui pour les gens qui sont en tôle parce qu'ils ont violé ou pour le peu qu'il y a en plus, ou parce qu'ils sont pédophiles, hein, parce que ça ne résout pas tout, la prison, loin de là. Non, ça ne résout pas tout, mais au moins, ça met la société avec ses femmes et ses enfants à l'abri. Ok, d'accord. Voilà. Et non, il n'y a pas il n'y a pas les moyens pour, je pense, commencer des vraies thérapies en prison. Et j'aimerais ajouter que je n'y crois que très peu, de toute façon. Alors, ça dépend pour qui. Je ne veux pas faire de généralité. Encore une fois, ça dépend, comme je l'ai dit, du degré de violence, du degré du scénario, si c'est très précis, de l'âge. Mais je suis pas, moi, je ne suis pas optimiste par rapport aux thérapies. J'ai l'impression qu'on file la patate chaude, si je puis dire, aux psy en disant « Ah oui, la thérapie, ça va résoudre les choses. » Ben non. On n'est pas dans la toute-puissance, justement, comme thérapeute. Et
il faut déjà avoir une souffrance et la reconnaître et avoir envie de changer. Dieu sait que pour ceux qui ne sont pas criminels, ni pédophiles, ni quoi que ce soit, c'est déjà compliqué d'envisager pour soi un changement. Alors, il ne faut pas demander chez ceux qui ne le demandent pas, qui ne le souhaitent pas, mais en fait, c'est la société qui demande. Je ne vois pas comment ça peut marcher. Oui, Marion disait, Marion disait, que pensez-vous de la méthode utilisée au Canada pour les pédophiles qui consiste à rééduquer sur la sexualité entre adultes? Effectivement, c'est quelque chose que faisait cette équipe-là aussi, Marion. C'était de ramener les pédophiles sur quelqu'un qui a au moins 18 ans, quoi. Oui, et surtout, c'était prouvé que souvent, c'était quelqu'un qui avait aussi potentiellement été victime, comme vous le disiez hein, très justement, de pédophilie dans son histoire, déjà de une, et puis du coup, en fait, lui, quand il passe à l'acte, n'a pas toujours non plus conscience d'être dans le faux parce que c'est leur perception de la sexualité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est terrible, mais c'est ça. Et donc, d'où le principe de rééducation. Maintenant, en effet, est-ce que ça fonctionne? Vous n'avez pas l'air très optimiste sur la chose. Et qu'est-ce que vous en pensez? Et j'ai été à Pinel et c'était très intéressant parce que je me suis retrouvée dans un groupe de violeurs. Ils étaient une quinzaine et entre guillemets, c'était sympa parce que c'était sympa parce que ils avaient voilà, ils se sentaient assez libres de parler, et donc ils ont expliqué les choses très très authentiquement, je pense. Et donc ce qui ressortait, c'était que en fait ce qui les ennuyait vraiment, c'était le nombre d'années qu'ils allaient passer s'ils se faisaient reprendre. Parce qu'il y en a un qui me disait, voilà, moi j'ai fait 4 ans, donc pour viol, hein, j'ai fait 4 ans, et alors il me montrait son bras comme ça, en me disant, ah, comme s'il était fier, quoi, il avait fait la guerre, ou Dieu sait quoi, ça faisait partie de sa virilité, quoi. Mais alors il me disait, le problème c'est que si quand je sors, je me fais reprendre, là, je risque quand même de passer presque le restant de mes jours en prison. Et donc, ça, c'est… Voilà. Ça les dissuade quand même, pensez. Mais alors, du coup, mais en fait, c'est juste qu'ils arrivent à se maîtriser, quoi, du coup. Mais je ne suis pas convaincue que ça les dissuade. Je ne suis pas convaincue de ça. Mais ce que je veux dire, c'était que c'était ça leur souci. C'était pas du tout le mal qu'on peut faire à quelqu'un d'autre. Non. Ou le fait de se dire, OK, je vais essayer d'aménager les choses autrement dans ma vie, quoi. Non, c'était le nombre d'années qu'ils allaient passer en prison. Et donc, c'était ça leur sujet de discussion. Oui, mais celui-là, il a déjà pris 17 ans, et donc s'il recommence, il va finalement passer plus de temps en prison qu'en dehors. Et voilà. Donc, de nouveau, une absence totale d'empathie, en fait. En tous les cas, au moment où je les ai rencontrés, pendant le moment où je les ai rencontrés, je n'ai pas senti d'empathie, pas du tout. Pas du tout. Bon, à propos d'empathie, il est 21h45 et j'ai un peu pitié de vous parce qu'il est peut-être l'heure d'aller se mettre vraiment en pyjama. Donc, si vous avez des questions à poser à Daniel, c'est maintenant ou jamais. Je vais me mettre en affichage. Vous pouvez me faire des grands signes, m'écrire des petits mots. Sarah, Nancy, Sophie. Attends une seconde. Voilà, je t'écoute. On t'écoute. Oui, bon, je m'adresse à tout le monde, mais spécialement à Daniel. Est-ce que vous avez vu le film de Celle avec Jennifer Lopez qui a été tourné en 2000? Bon, voilà, je ne suis pas psy, rien du tout, mais j'ai trouvé ce film extraordinairement bien fait parce qu'en fait, c'est l'histoire de Jennifer qui est une psychothérapeute. Elle est engagée par un groupe d'études américaines justement pour essayer de comprendre la mécanique chez un psychopathe. Et en fait, ils établissent un système très tarabiscoté, voilà, où en fait, elle a la possibilité de rentrer dans le cerveau du psychopathe et de l'accompagner, si vous voulez, dans son processus de, je ne sais pas comment dire, de détérioration, de points de repère, de souffrance dans l'enfance. Et c'est très, très impressionnant parce que c'est extrêmement bien fait au niveau, je trouve,
histoire, scénario, décor, costume, musique, et ça a du poids, c'est pas quelque chose de léger. Et il l'entraîne en fait dans son processus. Et où elle risque elle-même, si vous voulez, non pas de devenir psychopathe, mais de ne pas revenir à la vie, parce que je crois qu'il y a un problème cardiaque qui se passe et qui donne signe en fait aux gens qui la surveillent de pouvoir se dire qu'elle est en danger ou pas. Et enfin, moi, j'ai trouvé ce film extraordinaire parce qu'en fait, elle arrive à l'accompagner malgré des dangers qui sont quand même vraiment effrayants et très très bien faits. Et il arrive à résilier. Ah. Voilà. Et puis, Bon. il y en a C'est parfois. américain, c'est un film, C'est une etc. belle histoire. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Ah, Je ne bref, change pas d'avis. Hein. On ne change pas d'avis. S'il y a quelqu'un qui est psychopathe, bonne chance pour le changer, quoi. c'est du cinéma, Sophie. Oui, évidemment, c'est une belle histoire, c'est ça que je dis. Alors, Nancy me demande l'actualité de Daniel. Alors, l'actualité de Daniel, c'est que elle sort ce gros bouquin qui s'appelle Profiling, comment le criminel se trahit. C'est aux éditions Racine. Elle en a un autre qui arrive juste derrière, mais déjà, celui-ci, et comme je ne sais pas si tu étais là, Nancy, mais donc c'est à la fois le point sur la question, mais c'est extrêmement complet. Il y a tout, et en plus, il y a plein d'histoires terrifiantes dedans et éclairantes. C'est pas ennuyeux du tout, mais c'est costaud quand même. Voilà. Si on veut l'acheter et le faire dédicacer parce qu'on veut l'offrir à quelqu'un pour Noël, vous m'écrivez à moi et je vous mets en contact avec Daniel. Tu veux bien faire des dédicaces pour les cadeaux de Noël, des choses comme ça? Je ferai ça. Bien sûr. J'ai encore une question. Oui. Quand on dit qu'on est profiler, bon, outre des diplômes, des études, des expériences, des formations, n'y a-t-il pas en fait un côté intuitif et parfois même des flashs pour identifier, pour voir la mécanique? Alors, c'est pour ça que j'ai écrit le livre. Juste pour montrer qu'il n'y a pas d'intuition et il n'y a pas de flash. Ça, c'est vraiment bien pour les séries. Mais les profilers ou les analystes du comportement criminel, ils ne sont pas psychotiques, donc ils n'ont pas d'hallucinations, ils n'ont pas d'images comme ça tout à coup. Et l'intuition, ça ne compte pas si elle n'est pas vérifiée. On peut, par exemple, avoir quelque chose qui nous taraude, une question, mais il faut aller vérifier dans les faits. Et il n'y a que dans les faits qu'on trouve la réponse. Ce n'est pas dans notre tête, c'est dans les faits. Et ça, c'est un grand problème parce que là, on est un peu... comment dire, on n'est pas toujours d'accord, on n'a pas la même culture que la police qui, certains en tous les cas, vont fonctionner avec des hypothèses qui vont éventuellement déformer pour que ça ressemble aux faits. Nous, on part des faits et que les faits. D'accord. OK? Parfait. C'est bon pour tout le monde? Valérie Cause, je te donne le micro, mais j'ai l'impression que vous avez des petites difficultés de connexion. Est-ce que Daniel, toi, tu as une question à nous poser? A priori, non. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez trouvé ça passionnant? Est-ce que... Ah oui. Ouvrir le micro. Voilà. Trop court. Ouais, trop court. Bah oui. Ah ben ça, c'est le bon signe, en fait. Il vaut mieux en avoir trop peu. On n'a plus qu'à lire maintenant, il faut lire le livre. Trop peu, oui, absolument. Mais écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que si vous voulez les coordonnées les unes des autres et tout, je fais suivre. Et surtout, Daniel, moi, je me réjouis. Je pense qu'à partir du 1er avril, on sera sorti de cette merde-là. Oh, j'espère. Oui. Oh. Et donc, je me réjouis de t'accueillir en chair et en os surtout, te connaissant, au cercle.
Mais non, pas à ce point quand même. Bon, mais non, tu vas dire- Elles vont être Ton déçues. pour Elles ton vont être prochain déçues quand plaisir. elles vont voir. Bon, mesdames, à bientôt. J'étais ravie de vous voir. Hein. Franchement, le confinement comme Merci ça, beaucoup de c'est m'avoir accueillie. avec grand plaisir. À bientôt. Salut. Merci à tout le monde. Merci Salut. beaucoup. revoir. Bonne soirée. Au revoir. Portez-vous bien. Hein. Carrément, merci. Merci, vous aussi.